Bienvenue au cours numéro 4 du module Materials Selection for Engineering Applications, un cours dédié aux étudiants de Master 1 du département Construction mécanique et productique de la Faculté de Génie mécanique et Génie des procédés de l'Université USTHB. Il arrive parfois où les indices de performance ne peuvent pas être dessinés sur les abacs de HB directement, pour la simple raison que ces indices de performance font intervenir plusieurs propriétés, des propriétés générales et des propriétés mécaniques, électriques ou optiques en même temps. Pour cela, HB a proposé de rassembler certaines propriétés sur les abscisses et d'autres sur les ordonnées. Alors qu'auparavant, nous avions toujours une propriété en abscisse et une propriété en ordonnée. Si par exemple nous prenons le cas de l'indice de performance ici à tracer, soit grand M égale à sigma au carré sur rho E. On voit bien que pour une abac de HB où E est fonction de sigma, cet indice M ne peut être tracé, puisqu'il fait intervenir la densité rho, inexistante en abscisse et inexistante en ordonnée. Reprenons ce que nous avons compris dans le cours précédent. Ici, dans la bac de HB, E en fonction de sigma, le module Young en fonction de la résistance, généralement la résistance à la traction. Dans cet abac ou ce graphique, l'indice de performance M égale à sigma au carré sur rho E ne peut être tracé puisque la densité, qui est une propriété générale du matériau, rho, n'est pas mentionnée ni en abscisse ni en ordonnée. Pour cela, HB propose de rassembler certaines propriétés en abscisse et d'autres en ordonnée. Dans le cas de l'abscisse, au lieu de mentionner la résistance à la traction, pourquoi ne pas mentionner la résistance spécifique, soit sigma F sur rho, et en ordonnée, le module Young spécifique, soit grand E sur rho. Je vous rappelle qu'en construction mécanique, ce qui est très souvent mentionné est non pas une propriété donnée, mais son caractère spécifique. C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, de la réduction de la masse globale du système, tout en préservant ses propriétés mécaniques, il faudra mentionner la résistance par rapport à sa densité, le module Young par rapport à sa densité. Donc ainsi, l'ensemble du système maintiendra sa propriété mécanique globale tout en réduisant sa masse. Cette découverte a été largement utilisée dans le cas de la construction automobile où il était question d'augmenter l'autonomie du véhicule, soit la distance que peut parcourir le véhicule avec un seul plein en carburant. Pour cela, il faut réduire la masse globale du véhicule. Donc, utiliser des matériaux plus légers, mais en même temps, conserver leurs propriétés mécaniques. D'où le rapport entre la propriété mécanique et la densité. Dans le cas des aciers, largement utilisés en construction automobile, ces aciers étaient souvent remplacés par des alliages plus légers, des alliages en aluminium, observant le même rapport propriété mécanique par rapport à la densité, propriété mécanique de l'alliage d'aluminium par rapport à la densité de l'aluminium. Reprenons le traçage de l'indice de performance M égale à sigma au carré sur rho E. Je vous rappelle qu'en abscisse, nous avons sigma sur rho et qu'en ordonnée, nous avons E sur rho. Alors, comment peut-on insérer ces deux paramètres en abscisse et en ordonnée dans l'indice de performance? Pour cela, nous allons éclater l'indice de performance en insérant la densité rho au numérateur ainsi qu'au dénominateur, puisque nous avons sur la bac de HB sigma sur rho et E sur rho. Alors nous pourrons écrire que sigma carré sur rho E égale à sigma sur rho au carré sur E sur rho. Pour la simple raison que nous avons dans la bac de HB sigma sur rho et E sur rho. Alors pour insérer ces données dans l'indice de performance,
nous avons établi le rapport entre les abscisses sigma sur ρ et les ordonnées E sur ρ en tenant compte dans l'indice de performance de la puissance au carré. Utilisons la même méthode que dans le cours précédent, appliquant la fonction logarithmique à l'indice de performance M. La fonction logarithme d'un quotient est égale à la différence entre le logarithme du numérateur et le logarithme du dénominateur, ce qui permet d'aboutir à une fonction affine de type ax plus b, comme vu précédemment, où nous avons, dans ce cas d'indice de performance, le logarithme de l'ordonnée, grand Y, est égal à 2 fois le logarithme de l'abscisse, grand X. Où nous voyons bien que dans le cas du graphe log-log, qu'en augmentant en abscisse, soit en sigma sur ρ, en augmentant en abscisse d'une décade, nous augmentons en ordonnée, soit en log de E sur ρ, de 2. Si log de sigma sur ρ augmente d'une décade, l'ordonnée, grand Y, augmentera de 2 décades. J'ai dessiné ici en rouge la décade en X, en abscisse, et en bleu, la décade en ordonnée, grand Y. Soit en reprenant sur la courbe de HB où nous avons l'évolution de E sur ρ en fonction de sigma sur ρ. Maintenant, si en abscisse nous évoluons d'une décade, soit log de sigma sur ρ égale à 1, l'ordonnée quant à elle augmentera de 2 décades, soit log de E sur ρ égale à 2. Ce qui nous permettra de tracer l'indice de performance sigma au carré sur ρ E en exploitant l'évolution en abscisse, soit log de sigma sur ρ, et l'évolution en ordonnée, soit log de E sur ρ. Traitons maintenant un cas très populaire en maintenance industrielle. Il s'agit, à travers le contrôle d'une fissure dans un réservoir, de désigner quel est ou quels sont le ou les matériaux choisis dans la conception d'un réservoir. Maintenant, à notre niveau, nous savons qu'il y a rupture du matériau lorsqu'il y a création et propagation de la fissure. La création d'une fissure ne suffit pas à rompre le matériau, il faut que la fissure se propage jusqu'à rupture. Maintenant, nous savons que si la taille de la fissure est égale à l'épaisseur du réservoir, il y a donc fuite. Pour éviter la fuite, il faut que la taille de la fissure soit inférieure strictement à l'épaisseur de la paroi du réservoir. C'est un cours où des exemples de cas très pratiques sont utilisés et à travers lesquels la résistance des matériaux, les matériaux en général, ainsi que des notions de géométrie fondamentale sont utilisées. Dans cet exemple où il est question de déterminer l'épaisseur critique à partir de laquelle la rupture du matériau peut être observée, cet exemple utilise la notion de pression du fluide dans un réservoir sphérique de rayon grand R. Cette pression P est reliée à la contrainte dans le matériau due à la pression du fluide. Cette contrainte sigma est égale à P la pression fois le rayon du réservoir sphérique divisé par 2 fois T, T étant l'épaisseur du réservoir. Nous n'allons pas ici déterminer cette relation à partir de notions fondamentales, nous allons juste utiliser cette relation et je vous invite à revoir vos cours de mécanique des fluides, notamment lorsque le réservoir n'est pas sphérique mais cylindrique, parallélépipédique, etc. La fissure est définie chez les mécaniciens, ceux qui traitent la mécanique des matériaux, comme étant un concentrateur de contraintes dans la structure. Pour qu'une fissure ne puisse se propager, il ne faudrait pas qu'en tête de cette fissure, la contrainte maximale de rupture soit atteinte.
Pour cela, il faudra que localement, nous évitions d'atteindre le facteur de concentration de contrainte K1C. K1C, donc une intensité de contrainte en mode 1. Je vous rappelle qu'en mécanique de rupture, il y a 3 sortes de concentration de contrainte. Et là, je vous invite à revoir vos cours de résistance des matériaux, que le facteur K1C est relié à la contrainte sigma F, donc sigma failure en anglais, donc la contrainte de rupture. Dans notre cas, ce sera la résistance mécanique ou la résistance à la contrainte en traction. Le facteur K1C est également relié à la taille critique de la fissure. Et si la contrainte en 1 est égale à la contrainte en 2, nous obtiendrons une égalité qui nous donnera l'expression de la pression à l'intérieur du fluide, dans notre cas ici du fluide dans le réservoir sphérique de rayon R, une expression qui va relier la pression à la taille de la fissure, au rayon du réservoir sphérique, à l'épaisseur de la paroi du réservoir ainsi que du facteur d'intensité de contrainte K1C. Si maintenant le but étant de choisir le ou les matériaux qui vont nous permettre de maximiser la pression à l'intérieur du fluide pour stocker un maximum de gaz ou un maximum de fluide à haute pression, maximiser la pression, comme dans l'expression numéro 3, veut dire maximiser le K1C. Je vous rappelle que l'écriture de l'expression numéro 3 a isolé la propriété K1C, une propriété mécanique, au reste de données géométriques, c'est-à-dire l'épaisseur de la paroi, le rayon du réservoir sphérique, ainsi que la taille du défaut dans le matériau, soit AC. Comme les données géométriques sont définies par le cahier des charges et que le défaut AC n'est pas contrôlé, la propriété P, pression, sera traitée comme étant une fonction directe du facteur d'intensité de contrainte K1C, ce qui nous donnera le premier indice de performance à traiter. D'un autre côté, et puisque nous voulons choisir un ou des matériaux parmi tant d'autres, l'expression numéro 2, l'équation numéro 2, nous dit que la taille critique AC est maximale lorsque le rapport K1C sur sigma F, donc facteur d'intensité de contrainte sur la limite en traction, ce rapport au carré est maximal. Ceci est un indice très important pour les concepteurs de réservoirs, étant donné que lors de l'élaboration du matériau, les fissures comme défaut existent. Pour avoir une meilleure tolérance à l'existence des fissures à partir d'une taille critique, autant maximiser le rapport K1C sur sigma F au carré. Ceci va nous aider, c'est un indice, c'est un indicateur qui va nous aider à mieux choisir le ou les matériaux dédiés à la conception et réalisation du réservoir sphérique. Nous aboutissons ici au deuxième indice de performance M2, soit M2 égale à K1C sur sigma, à maximiser puisque nous voulons maximiser le rayon critique AC ou la taille critique AC du défaut. Et finalement, et pour s'assurer que la fuite ne se propagera pas dans le cas d'une fuite, et là nous posons dans notre étude que petit t égale à 2A, donc l'épaisseur de la paroi est égale à 2 fois la taille critique de la fissure ou bien du défaut, que l'expression de la contrainte en tête de fissure, sigma, est égale à C fois K1C sur racine de pi A, comme vu tout à l'heure, en remplaçant A par T sur 2, nous obtiendrons l'expression de petit t, soit l'épaisseur de la paroi, qui sera cette fois-ci fonction du K1C, facteur d'intensité de contrainte, de la contrainte sigma F à la rupture, ce qui, comme vu tout à l'heure à l'équation numéro 1, va nous permettre de déterminer
une nouvelle expression de la pression petit p, fonction cette fois-ci du K1C au carré sur sigma f, d'où le troisième et dernier indice de performance M3 égale à K1C au carré sur sigma f à maximiser. Pourquoi? Parce que nous voulons en fait maximiser la pression du fluide à l'intérieur du réservoir sphérique. En reprenant la démonstration du choix des matériaux dans les abacs de HB, nous avons le premier indice de performance M1 égale à K1C, K1C étant l'unique propriété. Ce sera donc une droite. Dans notre cas ici, elle sera horizontale puisque K1C est en ordonnée. Et puisque nous voulons maximiser le K1C, alors cette droite sera certes horizontale, mais elle sera orientée vers le haut pour ne sélectionner que les matériaux qui vérifient un K1C élevé. Le deuxième indice de performance M2 est égal à K1C sur sigma f. Alors dans la courbe de HB où évolue le facteur d'intensité de contrainte K1C en fonction de la limite sigma f, en général sigma f c'est la limite à la traction, mais que vous pouvez dans certains cas trouver que sigma f est en fait la limite élastique, mais je vous rappelle que c'est beaucoup plus la limite en traction qui nous intéresse puisqu'il est toujours question d'une déformation plastique tolérable dans les matériaux où existe une contrainte permanente, la contrainte de pression du fluide. Alors maintenant, pour tracer le facteur d'intensité de contrainte K1C en fonction de sigma f comme indiqué dans l'indice de performance M2, nous aurons donc M2 égale à K1C sur sigma f. Le traçage est obtenu avec la méthode déjà utilisée auparavant lorsque nous avons appris à tracer les droites dans les abacs de HB. K1C sur sigma, c'est tout simplement une droite qui, pour une décade en X, augmentera d'une décade en Y. Et finalement, le troisième indice de performance M3 égale à K1C au carré sur sigma est tracé en prenant 2 décades sur X pour une décade en Y. Encore une fois, je vous invite à retracer les trois droites M1, M2 et M3 en utilisant l'abac de HB ci-contre pour déterminer les matériaux qui seront sélectionnés. Alors maintenant, si K1C doit être maximisé, si K1C sur sigma f doit être maximisé, et si K1C au carré sur sigma f doit être maximisé, les matériaux choisis seront ceux qui occuperont la zone hachurée ci-contre. Alors parmi ces matériaux, nous avons les aciers inoxydables, stainless steel, les aciers faiblement alliés, low alloy steels, le cuivre, mais nous ne le choisirons pas tellement il est mou, les alliages d'aluminium, et là c'est très critique parce que l'aluminium étant également un métal mou, alors peut-être pour des faibles pressions il sera choisi, mais pas pour des pressions très élevées, ainsi que les alliages de titane. Cependant, les alliages de titane seront rejetés car ils coûtent trop cher. Un autre exemple que nous allons traiter ici et qui concerne la résistance aux vibrations d'un gouvernail de navette spatiale. Le gouvernail de navette spatiale est une pièce mécanique qui est sollicitée en vibration ainsi qu'au choc thermique. Alors si maintenant la fréquence de vibration est reliée à une propriété intrinsèque du matériau, soit son module Young E, à des paramètres géométriques, soit sa hauteur h, ainsi que son moment d'inertie I, ainsi qu'à sa masse m. Alors en mécanique vibratoire, et là je vous rappelle que à chaque fois que nous allons traiter un cas mécanique ou industriel, plusieurs spécialités fédèrent, c'est-à-dire se réunissent pour traiter le sujet. Ici, la mécanique vibratoire va relier la fréquence de vibration aux paramètres intrinsèques et géométriques du matériau.
Ce qui, dans le développement du calcul, va nous donner une estimation de l'épaisseur du gouvernail. Cette épaisseur sera dépendante des paramètres intrinsèques du matériau ainsi que des facteurs géométriques. Concernant les paramètres intrinsèques du matériau, E, l'épaisseur, sera fonction de la racine carrée de la densité sur le module de Young. Maintenant que nous avons l'expression de l'épaisseur, nous allons l'utiliser dans l'expression de la masse globale du système, soit la masse du gouvernail à traiter. M égale à ρ V, densité fois le volume. L'expression du volume étant l'expression du volume du gouvernail, soit sa base multipliée par son épaisseur. Étant donné que nous avons l'expression de l'épaisseur, nous n'avons qu'à remplacer E par l'expression déterminée ci-dessus, et nous aurons l'expression finale de la masse du gouvernail en fonction des paramètres intrinsèques du matériau, soit son module de Young, sa densité et les facteurs géométriques, soit H, petit a et petit b. Maintenant, si dans notre étude nous voulons minimiser au maximum la masse du gouvernail, et c'est le but dans toute l'industrie du transport, si nous voulons minimiser cette masse, nous devons minimiser le rapport racine de ρ sur E, ou en d'autres termes, maximiser le rapport racine carrée de E sur ρ. Ce qui nous permettra de tracer dans la bague de HB, où nous avons l'évolution du module de Young E en fonction de la densité ρ, la droite E sur ρ, où pour une évolution en une décade de ρ, nous avons une évolution en une décade de E. Et comme ce rapport doit être maximisé, nous devons, pour minimiser M, maximiser E sur ρ, ou racine de E sur ρ. La droite, en rouge ici, doit être élevée au plus haut niveau possible. Pour cela, certains matériaux seront choisis, dont les alliages d'aluminium, mais là vous savez que pour des chocs thermiques, les alliages d'aluminium ne sont pas les bienvenus. Par contre, nous avons les composites et céramiques techniques qui sont plus intéressantes, notamment dans le cas des SiC, des carbures de silicium, des CFRP et des GRFP. Ce sont des matrices polymères renforcées par des fibres de carbone, très résistantes à l'usure, aux vibrations et à haute température. Ceci met fin au cours numéro 4 du module BM5.4. J'espère que l'idée et l'approche de ce cours vous ont intéressé. Vous pouvez revoir ce cours autant de fois que vous voulez et me laisser vos commentaires en bas de l'écran.